wherever you like. That's... Good afternoon. Thank you for joining us. Bonjour, merci d'être présent. Je suis ravie d'être parmi vous et avec Maaza Mengistu pour cette séance Renverser l'histoire coloniale, une épopée éthiopienne. Elle va nous parler de son roman le plus récent, intitulé Le Roi fantôme. Je me remémore la première séance de ce festival avec Lauren Groff qui vient d'écrire un roman historique qui va sans doute devenir une trilogie et elle a parlé de son aversion à la forme du roman historique et du fait que pour certains c'est une forme littéraire inférieure. Avant d'entrer dans le détail de votre roman, pouvez-vous nous dire, en tant que romancière, quels sont les écueils ou les défis liés à la fiction historique par opposition à un roman totalement inventé? J'adore la fiction historique, les romans historiques. Alors, j'ai du mal à y voir un écueil. C'est une question très intéressante. Permettez-moi de vous dire à quel point c'est un plaisir pour moi d'être invité ici et d'avoir la possibilité d'une autre discussion avec Daniel. C'est vraiment un cadeau. Pour moi, l'écueil lié au roman historique et que les événements qui se sont produits réellement sont parfois plus spectaculaires et plus incroyables que la fiction. Il y a des choses qu'on ne saurait inventer. Il y a des êtres humains qui ont existé qui, s'ils devaient devenir des personnages de fiction, ne seraient pas crédibles. Personne n'y croirait. Pour moi, l'astuce, c'est d'essayer de rendre un événement réel incroyable, crédible. Et j'ai rencontré ce problème encore et encore dans mon écriture et dans mes recherches. Des généraux, des commandants militaires de différents pays que j'aimerais utiliser dans mes œuvres de fiction sont plus grands que nature, sont plus près de la fiction que tout ce que je pourrais inventer. Et si je les utilisais, mon œuvre deviendrait tout d'un coup non crédible. Alors, comment traiter les événements réels pour qu'ils puissent être contenus de manière crédible dans la fiction? Parce que la vérité est souvent plus étrange que ce que nous sommes à même d'inventer. En ce qui concerne le contenu de la fiction et la fiction comme contenant, qu'est-ce qui vous attire dans le roman historique? Vos deux romans traitent d'une manière ou d'une autre à différents moments de l'histoire de Haile Selassie. C'est un personnage qui figure dans votre roman à différents moments, dans différentes scènes. Et vous écrivez sur des personnages historiques qui ont existé et des événements qui se sont produits. Donc, vous avez fait vos recherches historiques. Vous avez parlé d'un défi. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous attire vers le roman historique en dehors du contexte de votre famille, dans le contexte historique? Mais lorsqu'il s'agit d'écrire au sujet de personnages qui ont existé, comme par exemple l'empereur de l'Éthiopie. Eh bien, je dois dire qu'il m'a fallu 4 moutures de Sous le regard du lion, mon premier roman, avant de pouvoir penser
à écrire sur Haile Selassie. Il était plus grand que nature et il avait réussi à créer tant de mythes autour de son personnage que je ne savais pas par quel angle l'aborder. Ce qui m'attire vers la fiction historique et vers l'écriture de ces moments, surtout dans mon premier roman qui se passe en 1964 et pendant la révolution éthiopienne, c'est que j'avais des souvenirs de ces premiers moments de la révolution qui me semblaient énormes. Tout cela était beaucoup trop grand pour qu'une petite fille puisse l'appréhender. Et en devenant adulte, je n'avais pas de mots pour décrire ces souvenirs. La fiction me permet de commencer à créer des cases, des compartiments et ensuite de puiser certains moments dans ces compartiments et commencer à les développer en me posant les questions qui s'imposent pour que le roman ne soit pas un roman sur moi uniquement. Le roman historique est une forme littéraire qui me permet de créer de l'ordre, pour m'aider à identifier les questions que je dois poser, mais sans me donner les réponses. Cela m'aide à compliquer les questions. Je me suis rendu compte qu'avec chaque nouveau roman, chaque nouvel essai, chaque nouvelle conférence que je donne, ce qui est important, ce sont les questions qui m'amènent de l'un à l'autre. Un essai que je vais écrire va me permettre de poser ou de résoudre une question que j'ai développée dans un livre précédent. C'est un fil rouge qui a des méandres, mais qui avance. Et le roman historique me permet de le faire. C'est en partie aussi parce que je suis très intéressée par l'histoire et aussi parce que l'histoire pose des paramètres. Pour moi, c'est amusant de travailler. C'est comme, on parlait de labyrinthe avec Lorraine. C'est comme si quelqu'un me mettait au début d'un labyrinthe. Et en fait, je ne suis pas le labyrinthe, je crée mon propre chemin. Et cela m'amuse. Cela m'amuse et c'est enrichissant. La dernière séance était avec un membre de l'Oulipo. Alors, les contextes, les contraintes historiques, effectivement, posent des paramètres, mais à l'intérieur de cet espace, cet espace est grand à l'intérieur de ces paramètres. J'aimerais revenir à ce matériel historique. Je ne sais pas si cette question va vous paraître difficile, mais ce qui m'a frappé, je suis intéressée par différentes périodes historiques et j'ai beaucoup lu pour un autre événement sur les récits et la spéculation sur des moments de l'histoire qui sont moins bien connus et qui ont été moins bien documentés. Lorsque l'on se tourne vers le passé, l'on a la certitude du futur qui dialogue avec ça. Si par exemple, une autrice, Monika Schneiderman, parle de l'histoire de sa famille, nous connaissons la fin de l'histoire, l'issue. Il est beaucoup plus difficile d'entrer dans l'esprit et l'incertitude des personnes qui ont été photographiées en 1931, 1932 et pour qui ce sont les seuls documents que vous avez. La fiction, c'est entrer dans ce sens du présent, mais dans une époque révolue, dans un monde différent, dans une langue différente, dans Le Roi fantôme, qui s'écoule sur une période de temps assez longue, mais qui est quand même centré sur l'invasion de l'Éthiopie sous la direction de Mussolini. C'est une question pour un cours d'écriture, mais comment est-ce que vous créez ce sens du présent dans un contexte où le lecteur sait ce qui s'est passé à la fin de l'histoire? Comment
mettre de côté les connaissances que vous avez pour créer sur la page un personnage qui ne dispose pas des connaissances, qui ne sait pas comment l'histoire se termine. Je vais revenir à l'image du labyrinthe, si vous le voulez bien. C'est un concept très intéressant et c'est une excellente métaphore pour le travail d'un romancier qui fait des romans historiques. Le Roi fantôme se déroule pendant la période de 1935-1941, l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie. Ça, c'est le début de Labyrinthe et nous savons où se trouve le chemin, la fin du chemin pour sortir du labyrinthe. Tout ce qui se retrouve au milieu de ces deux points, c'est le sujet de la fiction. Ce n'est pas que le personnage se déplace d'un point A à un point B, c'est qu'est-ce qu'il a vécu en franchissant les obstacles, en prenant des virages, qui est-ce qu'il a rencontré, quelles ont été ses peurs. Je peux écrire des personnages qui sont courageux, mais on ne peut pas être courageux sans avoir peur. Et là encore, je trouve que ce contenant rempli d'incertitudes me permet de jouer et de développer mon roman. Ce moment, en 1935, où l'Italie fasciste décide d'envahir un pays souverain, est un fait historique peu connu. Et pourtant, lorsque Mussolini préparait son opération militaire en Éthiopie en 1935, toutes les étapes à l'approche de la guerre et tout ce qui s'est passé jusqu'en 1936, eh bien, ces événements faisaient la une de tous les journaux du monde. Les journaux anti-apartheid d'Afrique du Sud mettaient le sujet à la une. En Autriche, en Allemagne, au Royaume-Uni, c'était la même chose. Donc, les faits ont bien été documentés. À un moment donné, Hitler envahit la Pologne et c'est fini. L'Éthiopie est reléguée à la dernière page du journal. Donc, la question n'est pas tant de savoir pourquoi l'événement n'a pas été documenté, mais pourquoi on l'a oublié. Ici, nous savons que la Deuxième Guerre mondiale n'est pas loin. Mais cette guerre s'appelle la première guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui s'est passé en Éthiopie a conditionné le regroupement des forces alliées et les forces opposées et qui allait être dans quel camp. Cela m'intéresse de réfléchir à tous ces détails aujourd'hui. Lorsque je pense à la guerre en Ukraine, où une nation autoritaire envahit un autre pays souverain, et ces moments de bravoure et de courage dont nous avons été témoins dans les premières semaines de la guerre en Ukraine, étaient pour moi à 100% le miroir de la situation en Éthiopie, des soldats qui affrontaient les chars avec des lances. Ils se sont dit, les fusils vont surchauffer, les chars vont devoir s'arrêter et nous serons là. Alors, j'entends les échos du passé dans ce qui se passe aujourd'hui. Le danger, c'est de tout faire cadrer, tout faire se correspondre. Mais l'Éthiopie a été oubliée. Ce n'est pas que l'on n'en a pas parlé sur le moment. Et je me demande, dans les années qui viennent, comment nous allons parler de la guerre en Ukraine. Alors, s'agissant de mémoire et de documentation, le sujet de la photographie me semble choisi et l'un des personnages de ce roman, personnage important, est photographe. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les photographies étaient un aspect important de votre roman? Certes,
Je crois, je sais que vous avez fait des recherches documentaires. Il y a 2 photos dans votre roman, après tout, mais vous avez décidé aussi qu'un personnage devait être photographe. Et pourquoi était-ce important pour vous? Je pourrais répondre de 2 manières différentes, Daniel. Il y a une réponse longue avec une anecdote et une réponse plus succincte. Est-ce que vous avez une préférence? Mais on aime tous les histoires, non? Je vivais en Italie. Je menais des recherches dans les archives fascistes à Rome. J'ai grainé les documents, les télégrammes et émergé une guerre une guerre sélective créée par Mussolini. Voici ce que disent les fascistes, voici ce qu'ils ont censuré, voici ce que retrouve dans les archives. Et je savais que l'histoire complète n'était pas ce que j'avais devant les yeux. Et à un moment donné, je me déplaçais en Italie pour mon premier roman qui se situe en 1974. Et je suis allée en Calabre, dans le sud de l'Italie. C'est dans cette région d'où venaient un grand nombre des fantassins italiens. Les officiers venaient surtout du nord industrialisé. Ils étaient éduqués, ils avaient accès à l'école militaire, mais les fantassins venaient du sud d'une manière générale. C'était les régions les plus pauvres de l'Italie. Alors, pendant mon séjour, je me demandais si j'allais rencontrer ou entendre parler de souvenirs de 1935. J'étais dans une toute petite librairie. On parlait de mon premier roman et au moment des questions-réponses, un homme s'est levé. Il a dit « J'aimerais que l'on parle de 1935 ». Et silence de mort dans la salle. Et les gens, j'entendais « Die, mais assieds-toi, mais basta ». Et il a dit « Non, je veux parler de 1935 ». Et sa voix a commencé à chevrotter. Il a dit ensuite « Mon père était pilote pendant cette guerre » et il s'est mis à pleurer. Il a dit « C'est lui qui a lâché les gaz sur votre peuple. Comment est-ce que je peux vous demander pardon ?» Et à ce moment-là, il avait même du mal à rester debout. Et moi, j'étais submergée par l'émotion. Là, il y avait énormément de tension dans la pièce. Et j'ai dit quelque chose comme le dialogue est un chemin vers la compréhension. Il a dit « Ne partez pas, je reviens tout de suite ». Il est parti et nous continuons la séance. Et quelques temps plus tard, il revient avec un exemplaire de son livre publié à compte d'auteur. Il s'agissait du journal intime de son père, la correspondance de son père avec sa famille, les photographes prises par son père. Et il me l'a remis, il m'a dit « C'est pour vous, faites-en ce que vous voulez ». Je suis retournée à mon appartement à Rome. J'ai commencé à regarder son livre et c'était les photos qui m'ont frappée. Ces photos représentaient un jeune homme d'une petite ville qui n'avait jamais voyagé, ne s'était jamais éloigné de sa ville natale. Donc, la guerre en Éthiopie, c'était sans doute le plus grand voyage de sa vie. Il est allé participer dans cette brutalité. Il s'est moqué de cette brutalité. Il a eu du plaisir à y participer. En même temps, il a été aimé et il a aimé. Il est revenu un homme que son fils ne pourrait jamais comprendre. C'est ce que j'ai vu. Quand il est revenu, son fils ne le reconnaissait plus.
la guerre avait été un point de rupture entre eux deux. Je pense que plus jamais ils n'ont pu se comprendre. Il m'a dit plus tard que son père n'avait jamais parlé de la guerre d'Éthiopie. Il avait un coffre fermé à clé dans son armoire et ce n'est qu'à la mort de son père que cet homme a pu ouvrir le coffre et trouver cette histoire. Mais toute sa vie, il avait du mal à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de son père qui le gênait tant, et c'était la guerre en Éthiopie. Alors, je me pose des questions sur la photographie et de ce qu'elles peuvent me raconter sur cette guerre. Parce que ces photos révélaient la brutalité, la compassion, la cruauté, l'amitié et l'esprit d'assassin de cet homme. Et je savais que Mussolini aimait utiliser les photos comme une arme. Même avant le début de la guerre, il a envoyé des journalistes pour photographier les Africains, des gens qui me ressemblaient, pour créer une image des Africains, pour montrer aux Italiens qu'il fallait nous civiliser, que nous étions des barbares, nous étions stupides, que nous ne pourrions jamais comprendre Homère ou Aristote, que nous n'étions pas capables de récits, d'histoire orale. S'ils pouvaient nous transformer en bêtes, ils pouvaient raconter son histoire avec ses photos. Je me suis dit, je ne peux pas écrire ce livre sans y intégrer l'une de ces armes puissantes, la photographie. En même temps, je ne voulais pas placer les images à l'intérieur de mon roman. Je voulais en maintenir le contrôle, les voir comme bon me semblait et les projeter vers le lecteur de la manière la plus compréhensible que possible. Il y a quelques photos, des images en paroles. J'ai recréé les photographies avec des paroles, avec des mots, par le regard des sujets. Ce sont les sujets qui nous parlent de l'histoire. Et c'est grâce à cette rencontre avec ce monsieur dans la librairie. C'est cela qui a lancé ma réflexion sur l'utilisation détournée des photos. Peut-être peut-on lire un passage du roman passage dans lequel il y a des tirs. Est-ce que vous voulez nous en parler, nous parler du contexte? Eh bien, l'un de mes personnages dans ce roman, celui dont vous avez parlé, Ettore, est italien, mais il est aussi juif. Il a pris son appareil photo. Le colonel Fuccioli, son officier, lui a demandé de photographier des atrocités, mais aussi de photographier ces femmes éthiopiennes qui sont censées être intégrées à l'armée. Cela terrifie ces Italiens. Fuccioli imagine que si l'on prend ces femmes en photo et qu'on le photographie nu, à ce moment-là, les hommes n'en seront pas effrayés car ils verront que ce ne sont que des femmes. Oui, c'est ça, c'est que cela en fera des Achilles, ça leur rappellera qui ils sont. Alors, à ce stade du roman, l'armée en Italie fait un sondage. C'est le début des lois antisémites. On fait un recensement de l'armée. Les militaires sont censés remplir les formulaires de recensement pour détailler qui sont leurs parents, qui sont leurs grands-parents. Et c'est une manière pour le gouvernement de décider qui est juif et qui est arien, puisque les Italiens s'appelaient Ariens, ou se disaient Ariens. Donc je crois qu'on fait référence à ce recensement et c'est ce à quoi il est fait référence dans ce passage. Mourir, songe-t-il enfin à dire le 8e jour.
parce que Ettore a essayé de prendre des photos de Ituru. Donc, mourir, songe-t-il enfin à dire le 8e jour. Il répète le mot en amharique, puis en italien. Memot, morire. Il voit ses mains trembler un peu dans son giron. Il continue. Je meurs. Tu meurs. Nous mourrons. Il meurt. Hirut, dit-il. Ils meurent. Ils mourront. Yemotalo. Il se sent soudain oppressé. Un espace s'entrouvre entre eux, et même si elle refuse toujours de se tourner vers lui, il voit que les mots dénouent en elle quelque chose qu'elle s'efforce de contenir. Il se redresse, essaie de rester concentré, de ne pas penser au recensement. Le courrier arrive dans quelques jours. Il lève son appareil, prend un peu de recul et saisit un instantané de son profil, de ses yeux humides, du soleil qui luit à l'horizon luxuriant que la pellicule fanera en noir et blanc. Il attend qu'elle bouge, qu'elle le congédie d'un geste pour être enfin tranquille. Il s'étonne brièvement de sa discipline, de sa raideur militaire digne du meilleur soldat. Elle cligne des yeux pour les sécher, s'adosse plus fermement au mur, replie les genoux contre sa poitrine et les enveloppe de ses bras. Puis, elle retourne à cette immobilité troublante et têtue. Sans trop savoir pourquoi, il sort la photo de mariage de ses parents. Il la garde avec la lettre de Léo comme si l'une fournissait la clé de l'autre. Sur le cliché, son père est sévère et sombre dans son costume noir et sa chemise blanche immaculée. On dirait qu'il est en route pour l'université, que ce passage dans le studio du photographe n'est qu'un intermède dans une journée chargée. Gabriella est vêtue d'une gracieuse robe blanche, dont la dentelle au col et au poignet forme une délicate écume sur sa fine ossature. La robe tombe élégamment à la taille et s'arrête très bas sur sa mince silhouette. Elle est assise dans un fauteuil, le dos très droit, le menton rentré avec modestie, les yeux furtivement attirés vers son époux. Léo appuie la main sur le dossier de la chaise, comme s'il avait besoin de soutien, comme s'il revenait d'un long voyage et que même ce jour-là, le jour de son mariage, il était épuisé. Pour la première fois, Ettore remarque que son père paraît bien plus vieux que sa mère, malgré les 4 ans qui officiellement les séparent. Et il voit en sa mère une jeune femme ardente et vaguement désemparée, amoureuse certes, mais surtout perplexe. Son père, lui, est stoïque et consciencieux, avec dans les yeux un air hagard qui lui donne des allures de poète maudit. Ettore répète les mots à voix basse, presque pour lui-même. Mourir. Memot. Hirut regarde la photo, puis Ettore, puis de nouveau la photo, les mains jointes et crispées. Il la sent tendue, repliée sur elle-même comme un ressort. Alors il désigne son père et décide de lui faire en italien l'aveu le plus sincère dont il soit capable, puisqu'elle ne le comprendra jamais. C'est comme ça que je garde prise sur mon père. C'est comme ça que je peux soutenir son regard sans avoir à répondre à ses questions. Il est tenté d'ajouter en amharique « Il se peut que mes parents soient morts » ou « Il se pourrait qu'ils soient en vie », mais il est entravé par son manque de vocabulaire, par le conditionnel, par cette façon de s'exprimer qui relègue tout dans l'hypothétique, dans une existence fantasmée qui pourrait tout aussi bien être vraie ou fausse. Tout est possible en même temps. Je pourrais mourir. Il est peut-être mort. Elle a pu mourir. Il est possible qu'on meure ensemble. Merci. C'est
Le sujet de plusieurs séances d'aujourd'hui, ce qui se passe dans les coulisses de l'histoire qui ne sont pas enregistrées dans les récits historiques officiels. On peut peut-être parler du sujet de ces photos. Il y a la représentation des femmes durant le cours de la guerre, leur rôle dans la guerre. Tout ceci se passe simultanément dans le roman. D'un côté, en tant que lecteur, c'est assez fascinant parce qu'on a quelque chose qui a l'air d'être un drame domestique qui est distillé un petit peu comme dans un film. On a un groupe de personnages qui interagissent au fil du temps. Il y a les tensions entre eux. En même temps, il y a la toile de fond qui est une espèce d'épopée. Moi, j'aimerais savoir où vous avez trouvé pas mal de ces informations. Je ne pense pas que ce soit juste de l'imagination, de l'intuition qui vous amène à donner ce rôle aux femmes durant la guerre en tant que participants actifs, comme ces deux prisonniers ont participé à la guerre. Merci de poser cette question. Il a été difficile de trouver des informations par écrit quant aux femmes éthiopiennes durant la guerre en 1935. J'ai trouvé des histoires orales. Il existe des histoires qui ont été répercutées au fil des décennies, mais souvent il s'agissait d'histoires qui parlaient de femmes qui étaient cuisinières pour des familles italiennes et qui les espionnaient. Donc c'était encore un rôle domestique et non pas un rôle sur la ligne de front. Mais je savais que ces femmes existaient. En effet, j'étais tombée sur des photos d'Éthiopiennes portant un uniforme et tenant des fusils. La première fois que je suis tombée sur ces photos, j'ai peut-être même crié à la bibliothèque, tellement j'étais surprise, car personne ne m'en avait jamais parlé. Et ça a complètement changé le livre. J'ai remis mon ouvrage sur le métier et je me suis dit, je vais commencer un bouquin complètement différent et je l'ai refait entièrement. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que je n'avais pas beaucoup d'informations. Il y avait des Éthiopiennes qui marchaient, il n'y avait pas forcément de journalistes dans les camps militaires pour consigner tous les détails par écrit, comme Mussolini le faisait. Alors, qu'allais-je faire? Eh bien, j'ai commencé à regarder, à me tourner vers les mouvements de libération qui existaient partout dans le monde, les mouvements anticoloniaux en Afrique, en Asie. Je regardais les rôles que tenaient les femmes dans le cadre de ces mouvements. Or, les femmes étaient toujours au cœur de ces mouvements. Elles étaient toujours en exergue. Dans la guerre civile espagnole, les femmes se battaient. Les partigiani en Italie, pareil, il y avait des femmes. On peut passer au Vietnam, Cuba, l'Ukraine aussi. Oui, l'Ukraine, les femmes y figurent. Donc, d'une manière ou d'une autre, dans l'histoire, à chaque fois qu'une femme apparaissait à la guerre, c'était comme si c'était la première fois que c'était le cas. On a tendance à oublier les milliers de femmes qui étaient là avant elles. Alors moi, j'ai des théories à ce sujet. Mais le premier récit formalisé d'une femme dans la guerre date du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la mythologie grecque, Pentacéléa se battait contre Achille. Homère n'a pas inventé de femmes dans la guerre. Il s'est inspiré de ce qui a réellement existé pour l'intégrer à son poème épique. Donc je savais qu'il y avait des femmes, mais il fallait que je fasse des recherches quant à toutes ces autres femmes pour savoir ce que cela impliquait que d'être une femme impliquée dans la guerre en Éthiopie. L'expérience des femmes ne sont pas aussi isolées et aussi uniques que ce que l'on entend. Et ce dont je me suis rendu compte au fil des siècles et au fil des pays, c'est que les femmes ont toujours été considérées comme un territoire à conquérir, tout comme la terre.
Ce que font les soldats en arrivant dans un village, c'est qu'ils conquièrent la terre, mais s'ils veulent vraiment conquérir une communauté, eh bien, ils doivent prendre les femmes. En effet, une fois qu'ils prennent les femmes, ils détruisent autre chose. Ils détruisent une communauté et ils détruisent les générations à venir. Si les enfants à naître font partie de vous, eh bien cette communauté ne sera plus jamais stable. Les femmes deviennent donc un territoire, un trophée, mais aussi des soldats. Et ça m'a amené à réfléchir dans ce type de communauté, ou plutôt dans ce type de société, qui sont patriarcales, lorsqu'une femme se bat aux côtés d'un homme en tant que soldat ou soldate, et qu'un soldat intègre l'armée en signe de virilité, si c'est la guerre qui fait de vous un homme, qu'est-ce qui se passe si une femme se bat à vos côtés? Qu'est-ce que cela dit de votre virilité, de votre masculinité? Si une femme vous attaque, qu'est-ce que cela dit de votre masculinité? Comment prouver sa virilité si on ne peut pas le faire ailleurs? Donc les femmes étaient des soldates sur la ligne de front, mais lorsqu'elles retournaient au camp, elles redevenaient de simples femmes, entre guillemets, avec toutes les complications que cela comporte. Les femmes dans l'armée ou dans les mouvements de libération n'en parlent souvent pas. Parfois, les femmes révolutionnaires qui sont radicalisées d'une manière ou d'une autre, il est moins important de se battre pour leurs propres droits que de se battre pour leurs propres convictions. Et parfois, pour les femmes, se battre pour elles-mêmes, c'est se battre pour leur propre pays. Dans mon roman, Hirut est soldat, elle se bat sur la ligne de front, elle doit se protéger dans le camp militaire contre les avances sexuelles de son supérieur. Elle doit réfléchir à ce qu'elle veut faire. Pour Hirut, la question c'est est-ce que les femmes ne valent pas plus qu'un pays? Est-ce que je ne suis pas mon propre pays? Et elle commence à se poser la question de qui est l'ennemi. Et elle se dit, j'ai peut-être plus qu'un seul ennemi, en fait. J'aurais une question ou une demande. Pouvez-vous raconter au public l'origine de ce titre, Le Roi Fantôme? C'est dû à Hirut et à son propre rôle. C'est aussi dû à la forme épique, l'épopée. Vous avez parlé d'Homère, d'Achille. Et je pense notamment au personnage de Minim. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce titre, sur ce qu'il représente, ou même ce qu'il fait, tout simplement, dans le roman? Eh bien, le titre résonne à plusieurs reprises dans tout le roman, mais il y a effectivement ce personnage appelé Minim. Minim, en amharique, ça veut dire rien. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai appelé ainsi ou si c'est sa mère. Je crois que c'est sa mère qui l'appelle ainsi. En effet, au moment de sa naissance, sa mère dit « il n'y a plus rien d'autre que je veuille à ce stade ». Donc c'est comme ça qu'elle l'appelle. Mais Minim ressemble aussi incroyablement à l'empereur Haïlé Sélassié. C'est un villageois, un paysan, un musicien en soi. Il n'est pas du tout un combattant, mais lorsque Haïlé Sélassié s'enfuit au Royaume-Uni, c'est la première fois de l'histoire éthiopienne qu'un empereur abandonne son peuple durant une guerre. Traditionnellement, dans les guerres éthiopiennes, c'était comme cela.
Souvent, dans le monde occidental, les commandants se trouvent en haut sur la colline, à l'abri de tout. Or, en Éthiopie, ce sont ceux qui sont au premier rang de la bataille. Ce sont eux qui mènent la charge. Si vous êtes un supérieur, vous êtes là. Vous êtes prêt à mourir. Lorsque Haile Selassie est parti, l'armée ne savait plus quoi faire, car c'était la première fois que cela se produisait. Et Minim, le pauvre, ressemble exactement à l'empereur. Il ne veut pas le faire, mais on lui demande de s'habiller comme l'empereur pour galvaniser ses troupes, afin qu'elles soient prêtes à se battre. Il devient donc ce roi fantôme. Mais ce qui se passe aussi au niveau du roman, c'est que le roi fantôme devienne toutes ces femmes qui sont là, qui s'élèvent pour remplacer l'empereur qui est parti. Alors, qu'est-ce qui fait d'un dirigeant un dirigeant? Il y a tout un tas d'autres questions qui se posent, en plus de celle-là. Il y a beaucoup de dirigeants dans le monde. Peut-être que plus on ressemble à un dictateur, plus on est susceptible d'avoir un alter ego. C'est le cas d'Hitler, Mussolini, Kadhafi. J'ai entendu parler de Poutine, mais aussi de Melania Trump, qui aurait aussi des alter ego. Et je me suis dit que c'était peut-être un mécanisme intéressant à explorer. Et puis j'ai réfléchi à ce qui fait d'un dirigeant un dirigeant. Et si quelqu'un qui s'appelle rien peut prendre la place d'un empereur, alors qu'est-ce qui fait d'un empereur un empereur? Quelles sont les compétences qu'il faut pour diriger un peuple? Et j'ai trouvé cette idée assez intéressante. Je vais peut-être poser une dernière question avant de me tourner vers la salle, car je suis sûre qu'ils auront beaucoup de questions à vous poser sur ce roman. Cela porte sur votre livre et comment il a été reçu. C'est un ouvrage de fiction, mais c'est un ouvrage de fiction qui puise des expériences vécues dans deux pays. Je me pose la question de sa traduction en italien. Et j'imagine qu'il y a deux catégories qui m'intéressent. Comment est-ce qu'il a été reçu en Italie et dans les autres pays qui ont une histoire coloniale en tant que pays colonisateur, car il doit y avoir des parallèles, même si ce n'est pas exactement une expérience identique. Et puis, comment ce livre a-t-il pu être reçu en Éthiopie ou dans d'autres pays qui ont vécu ce type de colonisation sous une forme ou sous une autre? Le livre a été publié en Italie. Il a été traduit par Anna Dotti. Anna et moi-même avons eu des discussions pendant des années avant même qu'elle se lance dans la traduction. Et durant le processus de traduction, on en a beaucoup discuté. Je savais que ce livre était entre de bonnes mains, qu'elle allait être aux petits oignons pour ce livre. Lorsqu'il a été publié en Italie, je crois que ça a eu un retentissement incroyable. Beaucoup de gens n'étaient pas au courant de cette histoire parce qu'elle n'est pas enseignée dans les livres d'histoire en Italie. Dans les manuels des écoles secondaires, ce qu'on lisait, c'était Mussolini s'est rendu en Afrique de l'Est, en Éthiopie, puis il est revenu en 1941. J'ai des amis dont les parents s'étaient battus, ou les grands-parents s'étaient battus en Éthiopie, et ils me racontaient que lorsque ses parents revenaient, personne n'en parlait. L'un de mes amis m'a dit « L'Éthiopie, c'est un mur dans ma famille. On n'en parlait pas, on ne mentionnait même pas le mot. » Et donc, ce livre a permis d'amorcer des conversations quant à cette période. Maintenant, je ne suis pas la première à écrire sur ce sujet en Italie. Isha Vachako, Cristina Uba, Farah Ali, Gabriella Garmandi. Il y a pas mal de personnes qui ont écrit sur ce sujet de leur propre point de vue.
Aussi, ce roman suit dans les traces de ses premiers livres et entre en conversation avec eux, ces femmes que j'appelle désormais des amies. Je reçois des emails de lecteurs qui me disent « J'avais aucune idée que tout ceci s'était produit en Éthiopie. On ne racontait que des histoires de bravoure et rien quant aux brutalités, rien quant aux humiliations de la guerre. » Lorsque l'Italie est partie, Haïlé Sélassié est revenu et il a dit « N'en parlons plus. Ne rejetons pas la faute sur nos frères italiens. C'est la faute de Mussolini, c'est pas du tout la faute des Italiens. » Beaucoup d'entre eux souhaitaient rester en Éthiopie, ne souhaitaient pas revenir en Italie. On avait donc une population d'Italiens en Éthiopie et ils disaient il nous faut les accueillir comme nos frères. Et Ettore reste, oui effectivement, Ettore reste, c'en est un exemple. Donc, il n'y a eu aucune reconnaissance officielle. Les générations ont passé sans que l'on n'en sache rien. L'Italie ne s'est pas excusée pour les crimes de guerre. Ce n'est que très tardivement qu'ils ont reconnu avoir utilisé des gaz toxiques. Donc, tout ceci doit encore être discuté. Alors, vous avez posé la question des gens d'autres pays en Afrique qui ont été colonisés et qui liraient ce livre. Eh bien, je me dis que ces pays reconnaissent cette lutte pour la libération. C'est une histoire dans l'histoire du pays qui contient tout un tas d'histoires différentes. J'écris au sujet de l'Éthiopie qui se bat contre une puissance coloniale. Pourtant, dans l'Éthiopie impériale, il y a aussi des axes de colonisation contre différents groupes ethniques. Aucun pays n'est entièrement innocent. Or, il s'agit d'histoires qui doivent encore être écrites. Je mentionne dans le roman certaines personnes qui disent que des temps meilleurs vont advenir, que Haïlé Sélassié essaie de nous dominer. C'est une réalité. Et l'Éthiopie doit encore travailler ce passé. La guerre qui a éclaté est une guerre qui date d'avant 1945. Merci beaucoup. Si vous avez une question, veuillez lever la main et attendez le microphone pour que les interprètes puissent suivre votre question. Merci. Thank you. Merci, bonjour. Que pouvez-vous nous dire de votre prochain livre? Quel en sera le sujet? Mon Dieu. Il faudrait normalement que je vous dise que je n'en sais rien, mais ce serait faux. Bon, je vais vous dire que ce livre n'en est qu'à ses balbutiements. C'est un autre roman historique. Je m'étais juré au milieu de l'écriture du Roi fantôme que je ne m'y reprendrai plus. Mais j'aime beaucoup ce territoire. Bon, j'ai quand même quitté l'Éthiopie pour écrire sur l'Allemagne des années 20. C'est tout ce que je vais vous dire. Ne me posez plus de questions sur mon nouveau livre. Bonjour. Merci, je suis venu vous écouter parce que je suis très intéressée d'entendre ce que vous avez à dire en tant que femme éthiopienne sur la colonisation de votre pays, parce que ma mère est née en Libye sous règne italien, sous l'occupation italienne. Et je viens de finir un manuscrit sur sa vie parce que 15 000 enfants des colonies ont été ramenés en Italie pendant la guerre
mis dans des camps fascistes et ils ont tous subi un lavage de cerveau. C'est très intéressant. Ce n'est pas tant une question, mais je peux vous dire que je suis allée voir les archives fascistes à Rome pour retrouver des informations. Nous savions que la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée ont été colonisés. Ma mère est vivante, elle a 89 ans. Merci d'avoir écrit son histoire. Tout ce que les Italiens ont fait en Éthiopie, ils avaient déjà fait en Libye. La Libye, c'était la répétition des campagnes réellement brutales. On les appelait des campagnes de pacification, des camps de concentration, des gaz toxiques, l'annihilation de villages avec les femmes et les enfants. Ça, c'était avant les camps en Éthiopie et en Somalie. Là encore, on ne parle pas beaucoup de ces faits historiques. Kadhafi est arrivé au pouvoir en parlant de cette histoire. Oui, il y avait encore 20 000 Italiens en Libye lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Ma grand-mère enseignait l'italien aux Libyens. Et mon grand-père était agent de police. Mais tous les autres Italiens étaient agriculteurs. Oui, merci. Oui, je vais poser ma question en français. Par rapport à cet échange que vous avez eu avec cet homme en Calabre, je voulais comprendre quelle place ou quel rôle pourrait avoir le pardon dans votre livre. J'interroge le pardon dans le livre. Je ne sais pas ce qu'il signifie. Deux de mes personnages, un Italien et une Éthiopienne, se retrouvent 40 ans après la guerre. L'Italien aimerait bien pouvoir se dire qu'il a mérité le pardon parce qu'il a tellement culpabilisé. Et l'Éthiopienne lui dit que voulez-vous que j'oublie? Il faudrait que j'oublie pour vous pardonner. Est-ce que vous comprenez tout ce que j'ai perdu? Que me voulez-vous de plus? Je crois que le pardon doit passer par la justice, une reconnaissance avant de pouvoir parler du pardon. Mais ce n'est pas le chemin qu'a pris l'Éthiopie. Et je pense que la première étape, c'est vraiment la justice. Ensuite, on peut parler de pardon. Et je crois que nous le voyons clairement dans ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. 10, 20, 30 ans plus tard, on ne parle pas de pardon tant qu'il n'y a pas eu de reconnaissance de faute et de justice. Merci. Tout ce que vous avez dit, c'était passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. Comment est-ce que vous expliquez ce silence par rapport à la guerre en Éthiopie? Je ne comprends pas, parce que dans d'autres cas, on parlait. Et là, pourquoi il y a eu un tel silence chez les gens qui avaient fait la guerre ou officiellement? Merci. Vous parlez de la guerre de 1935? Yes, the war in 1935. I think Ethiopia, by 1941. En 1941, l'Éthiopie, Haïlé Sélassié, n'avait qu'une envie, c'était de reconstruire le pays et de reprendre le cours de la vie du pays, revenir en 1935, oublier le traumatisme ou, à tout le moins, permettre aux familles de
se confronter à cette histoire, mais en tant que nation, aller de l'avant. Construire des hôpitaux, des routes, des écoles, travailler avec les Italiens, rester en Éthiopie. L'Éthiopie n'avait pas et n'a pas de tradition de dialogue autour des événements traumatiques. C'est une nation qui s'est toujours fait une fierté à être courageuse, vaillante, anticoloniale et d'avoir la vertu d'avoir combattu les colons. Et donc, parler des catastrophes et des douleurs personnelles de la guerre, cela, c'est un aveu d'échec d'une certaine manière. Et ça ne peut pas donc avoir lieu. J'aurais préféré le contraire. L'Italie n'a pas cette tradition non plus. L'Italie n'a jamais fait face à ce qu'elle a fait en Éthiopie, en Afrique de l'Est. Et ce que nous voyons maintenant avec ce nouveau gouvernement d'extrême droite en Italie, c'est un détournement, une distorsion de l'histoire. On a beaucoup de paroles élogieuses pour Mussolini et on oublie que le fascisme est revenu en Italie et a commencé à détruire les Italiens aussi, tout simplement parce qu'on n'a pas fait toute la vérité sur la guerre. Nous avons un pays où il n'y a même pas de vocabulaire pour parler de ces actes racistes. Et maintenant, l'extrême droite voudrait tout biffer et commencer à partir de zéro. Je crois que vous aurez le dernier mot. Oui, c'est une question sur votre nouveau livre. Non, c'est une plaisanterie. Pour revenir avec ce que vous venez de dire, pour parler de ce que vous venez de dire, Francesca Melandri a publié un livre sur la crise de l'immigration, entre autres. Vous avez mentionné le nouveau gouvernement et le non-dit autour de la vraie histoire de l'Italie. Mais que pouvez-vous dire de l'immigration en Italie et le problème des bateaux de réfugiés en Méditerranée? Ah, tout à fait, tout à fait. La manière de traiter les immigrés, les migrants, la manière de les voir et de les dépeindre, c'est la résultante de l'absence de conversation sur le côté raciste de l'Italie, même en 1935. Je suis vraiment très reconnaissante pour les luttes de libération anticoloniales dans tant de pays africains. L'activisme antiracisme qui se poursuit aux États-Unis et autour du monde, qui nous ont donné les mots pour décrire cette maladie qu'est le racisme, en disant, voilà, les schémas de pensée, ça c'est du racisme. On les identifie, on commence à les reconnaître, on a des mots pour en parler et c'est le début de la guérison. Imaginez un pays qui n'a jamais trouvé bon de le faire, n'a jamais estimé bon de le faire. Les gens qui ne rentrent pas dans tel et tel cadre, dans telle et telle case, on ne peut pas les accepter, les comprendre. Et je crois qu'il y a un lien direct entre le passé de l'Italie et ce qui se passe maintenant en Méditerranée. Merci beaucoup de vos questions. Maza sera présente à l'étage. Ah, il y a une dernière question? D'accord. Donc, j'espère que la réponse ne sera pas trop longue. Je vous remercie déjà pour vos propos
et pour nous avoir surtout parlé du rôle des femmes combattantes qui sont un peu trop souvent oubliées. Et par rapport à ce que vous avez dit, j'aurais été intéressée, disons de votre part, d'essayer d'avancer dans l'idée suivante. Ça m'est arrivé que ce soit des anciennes combattantes de l'Algérie, que ce soit les combattantes aujourd'hui de Palestine, d'être toujours frappée entre le rôle qu'elles occupent dans les combats et très souvent au premier plan, et en même temps ce retour dans leur foyer où elles vont retrouver la tradition en quelque sorte. Et donc, j'ai toujours été frappée de voir que dans, en quelque sorte, le maintien du foyer familial avec toutes ces traditions, elles y étaient aussi présentes. Je veux dire, elles ont quand même ce double rôle d'être combattantes au front, mais aussi quelque part d'être gardiennes des traditions. Et donc, qui peut nous apparaître peut-être à nous occidentales comme une régression, alors qu'elles se trouvent aussi actives dans ce maintien, puisque c'est dans leur culture qu'elles sont attaquées. Et donc, c'est la préservation de leur propre culture qui en fait aussi un combat. Yes. Oui, I think so. oui, je crois que oui. I don't think it's one or the other. Je ne pense pas que ce soit forcément l'une chose ou l'autre, si j'ai bien compris la question. Women did not change the world when they came back from war. Les femmes n'ont pas changé le monde en revenant de la guerre. Elles s'étaient révélées à d'autres possibilités de l'être. Elles sont revenues dans un système social qui avait été préservé. Ma grand-mère s'est enrôlée dans cette guerre en 1935 et lorsqu'elle est revenue à la maison, elle a repris le rôle d'épouse. Mais elle n'aimait pas son mari. Bon, elle ne l'aimait pas avant la guerre non plus. Après la guerre, encore moins. Elle a divorcé. Et c'est peut-être ça l'acte révolutionnaire qu'elle a commis en revenant de la guerre. Elle a compris qu'elle pouvait le quitter et épouser un homme pour qui elle avait une réelle affection. Donc les femmes revenaient au foyer, mais être au foyer, élever ses enfants, ce n'est pas forcément une vie étriquée. Elle est pleine de possibilités. Une femme peut choisir comment elle souhaite élever ses enfants, comment elle va s'épanouir en tant que femme, comment elle va entrer en relation avec des membres de sa communauté, avec son mari. Ce n'est pas du tout un rôle étriqué. J'aimerais penser que ces femmes donc sont revenues et ont continué à lutter à leur niveau. Merci beaucoup, Maza.